Eh bien, nous avons aujourd'hui des nouvelles incroyables à vous annoncer. Il s'avère que la guerre entre la Russie et l'Ukraine va très certainement être terminée d'ici Noël. Et peut-être qu'aujourd'hui ou demain, il y aura un nouvel accord dans la guerre avec l'Iran. Ou du moins, c'est ce que certaines personnes disent, apparemment sans sourciller. Je veux dire, quiconque regarde cela de manière réaliste se dit que quelqu'un a peut-être fumé quelque chose d'illégal dans la plupart des États. Nous allons en savoir plus aujourd'hui. Nous allons examiner tout cela et bien davantage. Et nous sommes absolument ravis de retrouver aujourd'hui le professeur Richard Sakwa, professeur émérite de sciences politiques à l'Université du Kent au Royaume-Uni. C'est l'un des grands spécialistes de la Russie et des affaires européennes. Il est titulaire d'un doctorat en études russes et est européenne et possède des décennies d'expérience de recherche en relations internationales et en philosophie politique. Son dernier livre s'intitule La guerre russo-ukrainienne, les folies de l'Empire. Bon retour dans l'émission, professeur. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. هذه places therefore to a formidable. Bon, écoutez, entrons dans le vif du sujet, parce que quand j'ai vu certains de ces titres, je me suis dit, mais de quoi parle-t-il? Et on va commencer d'abord par... Voyons si j'ai bien ça. Oui, voilà. Le président Zelensky dit qu'il va s'efforcer de mettre fin à la guerre d'ici l'hiver. C'est une excellente nouvelle. Zelensky a déclaré que l'Ukraine chercherait à porter ses différentes formes de pression, les efforts diplomatiques, les frappes, les sanctions et les mesures prises par les gouvernements partenaires, à un niveau où la Russie n'aurait plus d'autre option viable que la paix. La campagne comprend ce que Zelensky appelle les sanctions à longue portée de l'Ukraine. C'est le terme employé par Kiev pour désigner les frappes contre des installations russes qui soutiennent l'effort de guerre, en parallèle de frappes à moyenne portée et de sanctions économiques classiques imposées par les gouvernements alliés. Par gouvernement allié, on entend bien sûr principalement les Européens. Mais semble-t-il, les États-Unis essaient de revenir dans la partie. Qu'en dites-vous, professeur? Ces sanctions à longue portée et ces missiles vont-ils mettre la Russie à genoux d'ici Noël? Je pense le contraire. En ce moment, on a l'impression que les positions russes se durcissent. Et ce qui le montre, ce sont les attaques intensifiées, la riposte aux attaques ukrainiennes à longue portée, par drones et missiles, contre des installations pétrolières, contre les entrepôts de Whiteberries, c'est-à-dire les centres de distribution de la production intérieure, et ainsi de suite. Et tout récemment encore, une attaque contre une plage à Krasnodar près de Sochi. Donc tout cela durcit en réalité la détermination, au lieu de l'atténuer. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Russie, il est assez clair qu'il existe trois grands points de vue. Le premier est celui de ceux qui disent que la Russie devrait enlever ses gants, comme si elle ne les avait pas déjà enlevés. Arrêter de faire cette guerre avec une main attachée dans le dos. Ah oui. Mais en renforçant réellement la dissuasion, pour qu'elle dissuade effectivement ce genre d'attaque. Et nous savons qu'il est question d'un élargissement horizontal de la guerre, en envoyant peut-être des missiles contre certaines installations, certaines bases de drones situées sur le territoire de l'OTAN. L'autre point de vue, vous l'avez peut-être vu récemment dans The Economist, c'est celui d'Andrei Melnychenko, un grand homme d'affaires russe, un soi-disant oligarque. Il appelait, il ne s'opposait pas vraiment à la guerre, mais il disait qu'il était temps d'y mettre fin. Je pense donc que cela reflète une opinion avancée il y a quelques mois par Vassili Kashin, un éminent chercheur russe de la Haute École d'économie, ainsi que le point de vue de German Gref, le patron de Sberbank. Donc si vous voulez, il y a les colombes et les faucons. Poutine, comme d'habitude, se situe au milieu. Et comme vous l'avez peut-être vu lors de son discours pour la journée de la marine,
à l'un des récipiendaires d'une distinction qui lui demandait, vous savez, d'aller un peu plus vite. Et Poutine a répondu, oui, nous aimerions aller plus vite. Mais cette ligne de Poutine, en quelque sorte graduelle à combustion lente, visant à éviter l'escalade, à éviter d'entraîner les États-Unis comme participants directs, même s'ils le sont probablement en coulisses, mais à grande échelle, si vous voulez. Il me semble que cette voie médiane commence en fait à fonctionner. Je veux dire, on parle de la chute de Konstantinovka, on parle d'une avancée à moins de 5 km de Slaviansk. Dobropilia est également sous attaque. Il y a une progression relativement rapide sur le front de Kharkov, et même quelques avancées sur le front de Zaporojie. Sans parler des contre-attaques dévastatrices en cours, si l'on veut les appeler ainsi, contre Odessa et la navigation ukrainienne, et bien sûr contre les stations-service et tout le reste. Il y a donc eu une réponse, et elle s'est intensifiée à l'intérieur de l'Ukraine. La ligne de Poutine, c'est « nous n'escaladons pas horizontalement, au-delà du théâtre de guerre en Ukraine ». C'est donc sa ligne, et il s'y tient. Et d'une manière assez étrange, la guerre pourrait prendre fin d'ici Noël, mais pas de la façon dont Zelensky en parle. Elle pourrait se terminer par un effondrement ukrainien. Je veux dire, on ne parle pas encore d'un effondrement total. Mais nous savons qu'il y a tout simplement un manque d'effectifs sur le front. Trop de forces ont été détournées vers Koursk. Trop de monde a été engagé dans ces aventures de relations publiques inutiles. Ces attaques contre la Russie ont donc un effet, mais pas celui que Zelensky souhaite. Eh bien, je voudrais suivre la piste que vous avez évoquée il y a un instant, parce que ici, en Occident, on en parle très peu, on en a beaucoup parlé, y compris sur notre chaîne. On parle des faucons, qui veulent pousser Poutine à aller plus loin. On a d'ailleurs montré cet extrait dont vous parlez, où Poutine disait « Vous savez, un soldat m'a dit qu'il fallait aller plus fort. Et je pense que peut-être, en effet, il faut aller plus fort. Mais ça fera davantage de victimes. Enfin, quelque chose comme ça. » Mais il y a aussi cet autre groupe que vous avez mentionné. Vous disiez que certains oligarques et d'autres personnes pensent que la guerre doit simplement prendre fin. Pouvez-vous nous expliquer un peu leur raisonnement? Quelle est leur logique? Et qu'est-ce qu'ils entendent par y mettre fin, tout simplement? Juste arrêter de se battre. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Oui. Non, je ne pense pas qu'on leur ait donné la possibilité d'expliquer ce qu'ils veulent réellement dire. Parce qu'arrêter les combats, comme Poutine et tant d'autres l'ont souligné, un cessez-le-feu. Et bien sûr, en ce moment, on parle d'un cessez-le-feu aérien. C'est une proposition de Kiev. L'idée serait que les deux camps cessent mutuellement leurs attaques de drones et de missiles. Évidemment, cela avantagerait bien davantage l'Ukraine que la Russie. Et ce serait une zone d'exclusion aérienne partielle. Mais les soi-disant pacifistes, les colombes en Russie, eux parlent d'une sorte de fin négociée. Ils disent que, d'après ce que nous pouvons voir, cette guerre d'usure est allée aussi loin qu'elle le pouvait. Nous avons accompli tout ce que nous pouvions dans cette guerre, et il est temps de donner une chance à la diplomatie. Bien sûr, Poutine répondrait, nous avons toujours été ouverts à la diplomatie. Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, le répète sans cesse. Mais cela reflète bien quelque chose. Et de fait, ils ont été autorisés à parler de cette manière. Vassili Kashin, par exemple, un chercheur que je connais depuis de nombreuses années, qui est quelqu'un de très sérieux, a défendu cet argument en mai. Il est temps d'en finir. Je pense que ça reflète un point de vue authentique. La question à 65 000 roubles, bien sûr, c'est comment? Et comment diable faire? S'arrêter, tout simplement, reviendrait à répéter, comme Poutine le dit sans cesse, la trahison de Minsk, si vous voulez. Il y a eu un accord, deux accords, l'un en septembre 2014, puis bien sûr, l'autre en février 2015. Et nous savons que l'Occident n'était pas prêt à accepter, enfin, à pousser Kiev à parvenir à un accord.
Il semble désormais que la stratégie intermédiaire de Poutine fonctionne. Et bien sûr, on ne peut jamais en être certain. La technologie de la guerre a changé de façon si radicale que l'Ukraine menace de lancer contre la Russie bien davantage d'attaques de missiles à longue portée, les Flamingo et d'autres, comme on les appelle. Je ne suis pas sûr de leur efficacité. Et puis, les défenses aériennes russes, les S-300 et les S-400, semblent avoir été reconfigurées pour servir d'armes offensives plutôt que défensives. Cela a donc rendu la Russie assez vulnérable à ces attaques. Mais je pense, juste un dernier point, qu'il est clair que Zelensky, en parlant ainsi, montre un signe de désespoir. Au fond, oui, il veut que la guerre se termine d'ici la fin de l'année. C'est parce que l'Ukraine a peu de chances de pouvoir survivre beaucoup plus longtemps au-delà de cette échéance. Et regardons ça un instant. Gary, si vous pouviez remettre à l'écran le titre que vous veniez d'afficher, parce que c'est encore un Whiteberries qui a été touché. Et ça souligne un vrai problème pour les colombes, les pacifistes si vous voulez, à l'intérieur de la Russie, parce que ces sites continuent d'être frappés. Et d'un point de vue militaire, il me semble que l'Ukraine s'est probablement dit « D'accord, on ne peut pas continuer à viser toutes les cibles militaires dans toute la profondeur du territoire russe parce qu'ils ont de bonnes défenses anti-aériennes, anti-drones et anti-missiles. Et que peu de choses parviennent à passer. » On dirait donc qu'ils ont changé de stratégie et qu'ils visent désormais davantage des cibles civiles, comme ce Whiteberries ici, parce qu'on ne peut pas tout protéger. Ils s'en prennent donc à des cibles moins protégées, ce qui veut dire qu'ils vont réussir à frapper des endroits comme celui-ci. Et il y en a eu un autre aujourd'hui, il y a seulement 7 heures. La question c'est donc, comment ces gens en Russie peuvent-ils continuer à plaider pour une quelconque paix alors que les frappes contre ces cibles civiles s'accélèrent? Est-ce que ce ne serait pas presque une forme de reddition, d'une certaine manière, face à l'Ukraine? Ce serait une capitulation. D'une certaine manière, ce serait une concession. Cela reviendrait à admettre que la stratégie ukrainienne a fonctionné, qu'elle force la Russie à faire la paix, pour reprendre le terme employé par les Russes en 2008. Donc oui, c'est une des raisons pour lesquelles la ligne conciliante s'exprime tout simplement. Je pense que cela pourrait très largement relever de la posture, plutôt que réellement orienter la politique. Parce que la politique n'en est pas là. Mais cela reflète aussi le point de vue de Poutine lui-même. Cette guerre, selon Poutine lui-même, bien sûr, ils aimeraient y mettre fin. La Russie souffre, on l'a vu avec l'essence, et maintenant avec l'économie intérieure. La guerre, comme tout le monde le dit désormais, est arrivée jusqu'à chez eux. Mais, à ce que je vois, cela n'a pas entraîné, pas plus que le Blitz contre Londres, un adoucissement. Au contraire, cela a renforcé sa détermination. Et bien sûr, les campagnes de bombardement ont tendance à produire cet effet. Même la campagne de bombardement contre Berlin et les villes allemandes n'a pas réellement forcé l'Allemagne à faire des concessions ni à capituler. Donc d'une certaine manière, les attaques que l'Ukraine mène contre la Russie sont précisément contre-productives. Premièrement, elles ont affaibli le camp de la paix en Russie, comme vous le dites. Et deuxièmement, elles ont provoqué des attaques bien plus féroces, bien plus intenses contre les ports ukrainiens, notamment le port d'Odessa, si bien que le transport maritime ukrainien en mer Noire est plus ou moins arrivé à... Et je vais y revenir dans une seconde, mais je veux revenir sur quelque chose que Gary montrait dans une vidéo il y a un moment. Ça fait enfin les infos américaines. Une vidéo montre le moment où un drone a explosé en boule de feu sur une plage russe. Et il y a eu, si j'ai bien compris, 2 de ces frappes sur 2 plages distinctes. L'Ukraine n'a pas nié, comme vous pouvez le voir dans le sous-titre, si vous arrivez à le lire.
Elle n'a pas nié avoir lancé le drone, mais elle a affirmé que la défense aérienne du Kremlin l'avait abattu et que c'était Poutine qui avait tué ces gens. Mais quand on regarde cette vidéo, cet engin n'a clairement pas été abattu. Il est allé tout droit là-dedans. On peut le voir pendant toute la séquence. Il n'a manifestement pas été touché avant ça. Donc il a plongé directement sur la plage, sans fumée qui s'en dégageait, ni quoi que ce soit d'autre. Pourquoi, à votre avis, l'Ukraine ferait-elle ça? Parce qu'il semble que ce soit une frappe délibérément dirigée contre une plage russe. Oui, cela s'inscrit dans ce qui se passe presque depuis le début de la guerre. Tout récemment, bien sûr, à Lugansk, il y a quelques mois, il y a eu l'attaque contre l'auberge de Starobilsk, dans laquelle près de 2 douzaines de personnes ont été tuées, en particulier des jeunes. Donc cela s'inscrit dans cette continuité, comme d'autres événements. C'est tout simplement une campagne de terreur contre la population civile. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Et encore une fois, cela confirme ce que je soutiens. C'est un signe de désespoir. L'Ukraine n'obtiendra pas l'autorisation de produire des patriotes. Ça ne marchera pas. Elle a été retirée en quelques jours. Boeing y a bien sûr opposé son veto, à juste titre semble-t-il, parce que donner cette haute technologie à l'Ukraine signifie qu'en quelques jours elle serait revendue ailleurs. C'est donc un signe de désespoir. Et il s'agit effectivement d'essayer de faire... C'est la saison estivale, bien sûr, août, le pic des vacances d'été. C'est simplement une campagne de terreur. C'est aussi simple que ça. C'est illégal. D'accord. Mais vous venez de dire que même avant cela, beaucoup de ces frappes contre Whiteberries et ailleurs ne vont faire que renforcer la détermination des Russes, comme cela s'est produit pendant le Blitz à Londres, ainsi que vous l'avez souligné très justement. Alors pourquoi le camp ukrainien ferait-il cela, si cela risque fort de renforcer cette détermination? À moins que, et c'est une théorie que j'ai, je n'en ai aucune preuve, mais c'est certainement une piste que j'examine. L'objectif soit peut-être de frapper des cibles si sensibles que la Russie réagisse de manière excessive et fasse quelque chose d'encore plus grave. Zelensky pourrait alors se tourner vers l'Europe et dire « S'il vous plaît, venez m'aider. Qu'en pensez-vous » Oui, c'est l'argument de la provocation. L'Ukraine va continuer à provoquer et à titiller l'ours russe jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose de si scandaleux que cela entraîne. Parce que ce que Zelensky essaye de faire depuis le début, et c'est aussi ce qu'il fait, ce dont nous parlerons dans un instant à propos des guerres en Asie occidentale, c'est d'élargir la guerre à la fois horizontalement et verticalement, pour entraîner les États-Unis comme participants directs. Quand cette dernière série a commencé en juin, j'étais à Moscou. On parlait sans cesse de riposte. Et j'expliquais alors à tout le monde, y compris à, enfin je ne citerai pas de nom, à des figures de premier plan de la faction dure, que je pense que c'est précisément ce que Zelensky veut. Il veut provoquer la Russie pour qu'elle fasse quelque chose, peut-être même étendre la guerre latéralement au territoire de l'OTAN, en visant peut-être une usine de drones ou une installation militaire quelconque. Et cela, bien sûr, déclencherait alors l'article 5, et une toute nouvelle partie commencerait. Donc la ligne médiane de Poutine, en termes purement de stratégie militaire, a du sens. Continuer simplement à faire ce que nous faisons. Et bien sûr, au cours du dernier mois, la Russie a occupé plusieurs centaines de kilomètres carrés de territoire. Elle gagne la guerre au sol, et c'est pourquoi Zelensky l'étend à la guerre aérienne et essaye de provoquer suffisamment la Russie pour élargir le conflit. Si vous ne pouvez pas gagner sur les lignes de front, alors vous essayez de changer la nature du jeu. Et bien sûr, c'est ce que l'Ukraine essaie de faire. Alors, revenons-en à vos frères européens. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Regardons ça sous plusieurs angles. D'abord, vous avez parlé il y a 1 minute de Starobilsk, où des étudiants ont été tués dans cette attaque de drone.
Ils n'avaient, à ce que chacun pouvait voir, en tout cas, aucun lien avec l'armée. Et maintenant ici, il y a ces deux attaques sur des plages qui visaient directement des gens. Je veux dire, vous avez la vidéo? Ce n'était clairement pas un appareil abattu. On voit qu'il allait tout droit vers le sol. Qu'en est-il des condamnations? Parce que chaque fois que la Russie frappe tous ses civils, elle est toujours condamnée pour avoir pris des civils pour cible, et ainsi de suite. Y a-t-il la moindre condamnation de la part de responsables européens contre l'Ukraine, leur disant « Vous ne pouvez pas vous engager sur cette voie ». Non, pas à ma connaissance. En fait, c'est le silence. Toutes ces atrocités se heurtent au silence. Je veux dire, ne serait-ce que l'attaque contre l'école de filles, le premier jour de la guerre, la troisième guerre du Golfe, là l'attaque contre l'Iran, ça a été mentionné, puis très vite survolé et oublié. Donc dans la pensée ouest-européenne chez nous, il y a soudain une forme d'hermétisme. Par hermétisme, je veux dire que c'est isolé, imperméable. Toute activité russe est diffusée à très grande échelle par les haut-parleurs et amplifiée, tandis que les atrocités ukrainiennes disparaissent immédiatement dans un trou de mémoire et sont oubliées. Mais le pire dans tout ça, c'est que, je vais peut-être un peu loin, j'ai le sentiment que le retour de bâton, quand il viendra, sera dévastateur pour l'Occident. Ces technologies de drones, ces attaques par drone, ces attaques indiscriminées que l'Ukraine mène. Bien sûr, la Russie a répondu, mais on essaie de viser des cibles militaires et d'autres cibles qui ont une certaine importance, comme des stations-service. Cette guerre des drones finira par se retourner contre l'Europe occidentale et même, à Dieu ne plaise, contre le territoire continental des États-Unis eux-mêmes. Parce que des drones peuvent être lancés depuis un véhicule couvert, comme on l'a vu lors de l'attaque contre des aérodromes russes en juin dernier, l'année dernière, et avec d'autres éléments, cela veut dire que la guerre est devenue, et j'emploie un mot qu'on utilise parfois, démocratisée. N'importe qui peut déclencher une guerre. Vous n'avez donc plus besoin de détourner des avions, comme ils l'ont fait le 11 septembre. Vous avez des petits avions par centaines, voire par milliers, qu'on peut cacher quelque part au sommet d'une montagne et lancer contre n'importe quoi. Donc avec la guerre, nous avons libéré un tigre qui ne retournera pas dans sa cage. C'est aussi quelque chose qui m'inquiète beaucoup, surtout ici, aux États-Unis. Restons un instant du côté européen. Selon vous, quelle est la meilleure analyse qu'on puisse en faire? Quelle est la réflexion actuelle ou la stratégie actuelle? Parce que vous parlez du port, nous allons y revenir dans un instant. D'ailleurs, cette nuit encore, les Russes ont frappé 7 navires supplémentaires dans le port de Nikolaïev, qui n'est pas loin d'Odessa. Le port d'Odessa, du moins d'après les informations que j'avais juste avant notre entrée à l'antenne, n'est pas complètement fermé. Mais son activité a été très fortement réduite, tout comme celle du port de Nikolaïev, en particulier pour les navires à fort tirant d'eau. Les installations en eau profonde ont été mises hors service, donc c'est exclu pour un certain temps. Cela va donc avoir un impact économique considérable ici. Manifestement, la Russie peut continuer comme ça indéfiniment. Rien ne peut les arrêter. Ce n'est pas comme s'ils avaient déjà tout donné. Ils ont encore beaucoup de ressources. Vous avez aussi parlé de ce qui se passe sur les lignes de front à Kostiantynivka et de ce qui se passe dans le coin nord-est, enfin, puis plus au sud, à Zaporizhia, et ainsi de suite. Et même à Soumy, les opérations se poursuivent encore là-haut, autour de Kharkiv. Toutes ces évolutions continuent d'aller dans la mauvaise direction. Pendant ce temps, à cause de ce qui se passe dans la guerre en Iran, les États-Unis ne sont clairement pas l'arsenal de la démocratie que tout le monde aime prétendre que nous sommes, parce qu'on ne peut plus rien donner à l'Ukraine. Nous-mêmes, on commence à manquer de tout.
Et je veux dire, dans presque toutes les catégories de matériel que l'Ukraine demande, on n'en a pas. Alors, qu'est-ce que l'Europe pense quand elle regarde l'ensemble de ces éléments et les conséquences économiques, les conséquences sur le pétrole, le diesel, le carburant aviation, toutes ces choses qui commencent à rester un problème? À un moment donné, est-ce que l'intérêt personnel ne dit pas « Oh là là, il vaut mieux arrêter tout ça, parce que sinon ça va vraiment nous faire du mal. » Et c'est pas la Russie qui va en pâtir, c'est nous. Oui. Il faut bien dire que la réflexion et la stratégie, d'un côté, et les dirigeants européens de l'autre, sont presque des notions incompatibles. C'est tout simplement que les dirigeants européens manquent de sens stratégique, et même à l'heure actuelle d'un instinct de survie. Il faut dire que depuis 80 ans qu'elle est intégrée à ce que j'appelle l'Occident politique, ce système d'alliance euro-atlantique, la réflexion stratégique se fait à Washington. Bien sûr, durant les premières années de la guerre froide, il y avait des gens comme Schmitt, il y avait aussi De Gaulle et Chirac. C'étaient de grands dirigeants. Ils savaient ce qu'ils voulaient et ils savaient comment s'opposer à Washington. Mais depuis la fin de la guerre froide, paradoxalement, l'Europe est devenue encore plus étroitement liée à ce système d'alliance euro-atlantique. Et donc, ce n'est pas seulement la défense européenne qui a été sous-traitée à Washington. La réflexion stratégique l'a été aussi. Aujourd'hui, alors que Washington commence à se détourner du système d'alliance qu'il a lui-même mis en place, les dirigeants européens sont désespérés. Ils s'accrochent précisément à ce qui leur est le plus familier, à ce dont ils ont l'habitude. D'où les discussions sur la création d'une OTAN européenne. Il existe tout un réseau d'initiatives européennes, des initiatives anglo-françaises, franco-polonaises, et l'Allemagne évoque même une forme de réflexion autour du partage nucléaire, et ainsi de suite. Donc, l'européanisation de l'OTAN. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la posture stratégique de l'OTAN, par définition, une fois que la Russie ne pouvait plus la rejoindre, a fait d'elle l'adversaire, l'antagoniste. Et donc, ce que les Européens veulent faire, c'est continuer, perpétuer par d'autres moyens, ce dont même les États-Unis commençaient à se désintéresser. Un conflit avec la Russie. Parce qu'on parle je pense à Elbridge Colby et à d'autres, qui estiment que les États-Unis devraient se concentrer sur les enjeux en Asie de l'Est plutôt que sur l'Europe. La question doit aussi être posée à Washington. Quel est l'intérêt stratégique des États-Unis à perpétuer cette guerre contre la Russie, surtout compte tenu du fait que c'est un concurrent de même niveau et une puissance nucléaire? Et un autre point, alors que l'arsenal américain, littéralement un arsenal de la démocratie, est épuisé, la Russie, de l'avis général, s'est constitué un immense arsenal. On parle en ce moment d'un important stock de missiles russes. Ils en construisent, ils en ont beaucoup, et ils sont en train de construire, ou de créer, ou plutôt de construire davantage de sites de lancement. Et les bombes planantes FAB, qui sont absolument dévastatrices, la Russie a pu les utiliser bien plus librement. Cela signifie qu'elle contrôle l'espace aérien, parce que l'Ukraine n'a plus de missiles antiaériens, y compris beaucoup plus près de Kiev et même dans l'ouest du pays. Donc sur le terrain, la dynamique militaire évolue en faveur de la Russie. Ces attaques ukrainiennes lui font beaucoup de mal, mais au final, même si elles infligent à la Russie d'énormes souffrances humaines et économiques, elles ne changent pas tant que ça l'équilibre militaire. Et cet équilibre militaire amènerait une personne qui raisonne de façon rationnelle à changer de politique. Pourquoi continuer sur une voie que vous suivez, en gros, depuis février 2022 jusqu'à aujourd'hui, si vous voyez qu'elle va, à terme, non seulement échouer, mais aussi vous nuire? C'est ce que ferait une personne rationnelle. Mais je me demande si vous avez un commentaire ou une observation là-dessus. Ce week-end, j'ai parlé à une certaine source
qui rencontrait un très haut diplomate allemand. Cette source a dit avoir discuté directement avec Ursula von der Leyen, présidente de l'Union européenne. Et cette personne a présenté, disons, des tableaux chiffrés, en disant « Écoutez, vous voyez, voilà tous les fondamentaux. C'est ce qui entre en jeu dans une guerre d'usure. » Voilà ce dont dispose la Russie. Voilà ce dont dispose au total le camp Ukraine, Europe, Amérique. Ce n'est pas suffisant. Nous ne pouvons pas gagner cette guerre, mais nous la perdrons si nous n'apportons pas de vrais changements. Et cette personne m'a dit qu'Ursula von der Leyen avait déclaré « Oui, je vois vos tableaux, mais je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'ils soient justes. Je pense que si nous faisons pression assez longtemps, Poutine finira par être suffisamment affaibli. Il finira par retrouver la raison et ira dans notre direction. Donc nous allons ignorer les tableaux et ce que vous appelez la logique, et nous allons suivre cette voie. Vous voyez ça? Parce que pour moi, c'est quasiment du suicide. Je souscris entièrement à ce qu'a dit cet analyste. Et bien sûr, la réponse d'Ursula von der Leyen est exactement celle à laquelle on pouvait s'attendre. L'Europe se trouve aujourd'hui dans une situation peut-être un peu comparable à celle des États-Unis au Vietnam, vers 1967, ou peut-être au début de 1968, après l'offensive du Tet. À l'époque, le général Westmoreland disait « Encore un petit effort, juste quelques efforts de plus, et regardez donc le bilan des morts. » Un bilan qui, bien sûr, était largement constitué de villageois et de paysans. Et bien sûr, la guerre a continué après l'offensive du Tet, en 68, jusqu'au départ final des États-Unis en 1973. Mais elle s'est terminée en 1975 par l'humiliation totale des États-Unis. Ils s'en sont remis assez vite par la suite. Mais c'est vers cela que l'Europe se dirige. On se dirige non seulement vers un contre-coup économique et de grandes difficultés, avec des usines allemandes qui licencient massivement. L'usine de batterie Varta, une autre usine électrique, j'ai été choqué de l'apprendre, a fermé il y a seulement quelques jours. On parle d'une humiliation géopolitique et militaire du genre de celle dont nous souffrons encore au Royaume-Uni et en France. L'humiliation de Suez en 1956. Mais on se dirige vers un nouveau désastre de Suez. C'est une guerre dont j'ai dit, dès les tout premiers jours, que l'Occident ne peut pas la gagner. La Russie ne peut pas la perdre. Enfin, tout dépend de la manière dont on définit gagner et perdre. Mais comment diable peut-on gagner contre la plus grande puissance nucléaire du monde, qui dispose d'immenses ressources conventionnelles et surtout d'un régime remarquablement stable? La popularité de Poutine a un peu baissé, mais elle reste très au-dessus de celle de n'importe qui d'autre, autour de 68-69%. Son niveau le plus bas est comme la portée d'un périscope pour n'importe quel dirigeant européen ou occidental, y compris américain. Personne n'est aussi haut. Son niveau le plus bas, nous ne pouvons même pas le voir. C'est dire l'écart qu'il y a. Écoutez, je veux changer de sujet parce que je veux rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est une transition parfaite. Vous dites qu'un super moment Suez pourrait se profiler pour l'Europe. Eh bien, l'Amérique pourrait connaître un super moment Vietnam dans sa guerre en cours au Moyen-Orient, une fois encore avec l'Iran. Aussi grave que le Vietnam ait été, celui-ci pourrait être pire, je pense. Et laissez-moi vous montrer 2 ou 3 choses. D'abord, voici ce que le président Trump a publié ce matin. Ce matin, nous sommes le 4 août. Il a publié ceci, dit Trump. Un accord est imminent, alors que les discussions avec l'Iran sur la dénucléarisation commencent lundi. D'accord, c'est un titre de Breitbart que le président Trump a de nouveau publié ce matin. Mais ce titre date du 2 août. Ce matin, le président Trump a publié quelque chose qui était sorti dimanche au sujet de discussions censées commencer lundi. Elles n'ont pas commencé. Et puis mardi, alors qu'il n'y avait eu aucune discussion, il dit encore
oui, un accord est imminent. Donc il publie ça. Et ce matin, cela a été confirmé par le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui a dit ceci. Ce qui aurait été l'une des plus grandes campagnes militaires, voire la plus grande campagne militaire depuis la Seconde Guerre mondiale, contre les Iraniens. Et maintenant, à cause de cela, nous sommes en pourparlers avec les Iraniens. Et je pense qu'il est possible que nous ayons un accord aujourd'hui ou demain pour ouvrir le détroit. D'accord. De quoi parle-t-il? D'un accord aujourd'hui ou demain? Du côté iranien, à tous les niveaux, on affirme très clairement qu'il n'y a pas de discussion directe avec les États-Unis. Point final. Rien n'est proche. Et la seule chose qu'ils disent concernant le détroit d'Ormuz, c'est quelque chose comme ce que le professeur Morandi a publié sur X ce matin. Il a dit « L'Iran continuera de contrôler le détroit d'Ormuz, quoi qu'il arrive. Un contrôle conjoint avec Oman serait idéal, mais après la coalition Epstein, ils ont employé ce terme péjoratif, contre l'Iran, rien ne sera autorisé à traverser le détroit sans que la République islamique en ait connaissance et donne son consentement. Pour moi, ça ne ressemble pas vraiment à un accord imminent. Qu'en dites-vous? Absolument. C'est complètement irréaliste. L'Iran semble bien avoir quelques discussions avec Oman. Donc d'une certaine manière, on pourrait se raccrocher à cela en disant qu'il y a des pourparlers en cours. Mais certainement rien de direct. Tout à fait. Le professeur Morandi a raison sur 2 points. Il est clair que les États-Unis se dirigent vers une victoire humiliante, quelle qu'elle soit. Une victoire déclarée en tout cas. Il n'y a aucun moyen de sortir de cette situation avec le moindre honneur, avec quoi que ce soit de concret. L'Iran gardera le contrôle des détroits. Autrement dit, la position est pire qu'elle ne l'était avant l'attaque du 28 février. Et pire encore, les États-Unis ont perdu leur crédibilité dans l'ensemble de la région élargie du Golfe. Ils ne sont plus capables de défendre leurs alliés. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'Iran a pu répondre de manière asymétrique. Aux attaques contre l'Iran, il ne répond pas en frappant directement les États-Unis, mais leurs alliés dans la région. Cela signifie que les États-Unis apparaissent encore plus clairement, non pas comme la source et le garant de la sécurité et de la stabilité, mais en réalité comme l'inverse, une source d'instabilité et une source de chaos. Et bien sûr, ce chaos au cœur de la Maison-Blanche se propage désormais par vagues à travers le monde. Et nous le voyons en ce moment même en Asie occidentale. Et vous parlez du manque de crédibilité ou de la perte de crédibilité. Voici un exemple parmi beaucoup d'autres. C'est simplement l'un des plus récents. Alors, quelle est votre lecture de la situation? Je veux dire, vous parlez à des gens, littéralement, partout dans le monde. Comment est-ce perçu? Regardons ça. Voici un message du président Trump sur Truth Social daté du 1er août. Et là, il évoque les paramètres. D'abord, il dit dans ce message que nous n'avons pas eu cette énorme frappe qui aurait été la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale, comme Scott Bessent vient de le mentionner à l'instant, parce qu'ils l'ont essentiellement supplié. Ils voulaient que je ne lance pas d'attaque. Et donc, nous n'allons pas le faire. Ce qui est apparu par la suite, c'est que la partie saoudienne, Mohammed Ben Salman, était furieuse contre Trump et lui a crié de ne pas lancer son attaque, parce que lui-même, pour reprendre votre remarque sur l'asymétrie, en serait la cible. C'est probablement ce qui s'est réellement passé. Mais ensuite, le 1er août, le président Trump a déclaré que les paramètres d'un accord, je pense qu'il voulait dire les contours d'un accord, avaient été convenus. Et cela inclurait l'ouverture immédiate, complète et totale du détroit d'Ormuz. Puis 2 jours plus tard, le 3 août, il a de nouveau dit que les dirigeants iraniens faisaient preuve de duplicité, mais qu'il le suppliait d'avoir une discussion. Attendez,
Vous venez de dire que 2 jours auparavant, les grandes lignes étaient déjà arrêtées. Puis il poursuit en disant, « Nous avons le blocus. Nous contrôlons le détroit d'Ormuz. Rien ne passe si nous ne le voulons pas. Et nous ne conclurons aucun accord sans une reddition totale de la partie iranienne. » Je veux dire, ces choses sont presque contradictoires, y compris entre elles, à seulement quelques jours d'intervalle. Et elles vont à l'opposé de ce que nous savons, ou du moins de ce que nous avons entendu, qui se passait ailleurs, c'est-à-dire avec l'Arabie saoudite. Comment tout cela affecte-t-il, aux yeux des gens dans le monde, qu'ils soient adversaires ou alliés, la perception de la parole et de la capacité stratégique des États-Unis? La tragédie actuelle, c'est que les États-Unis sont devenus prisonniers de leur propre puissance. Ils disposent d'une immense puissance militaire. Et il y a clairement l'idée que cette puissance militaire vous donnera du levier, qu'elle vous permettra de façonner la réalité. Vous vous souvenez du slogan néoconservateur du début des années 2000 ? Les empires façonnent la réalité. Les empires font la météo. Vous vous en souvenez? Et de temps à autre, on s'en prend à un petit pays, on lui met quelques coups au visage, juste pour prouver qu'on peut le faire. Ensuite, on l'interprète à notre manière, parce qu'on le peut, parce qu'on contrôle le récit. Ce qui s'est passé aujourd'hui, et c'est le deuxième point, c'est que les États-Unis sont devenus prisonniers de leur propre puissance. Ils sont devenus prisonniers de leurs propres illusions. L'illusion qu'ils peuvent réellement façonner la réalité. Or, la réalité revient et mord très vivement les États-Unis au talon. On ne peut pas façonner la réalité. La réalité finit toujours par revenir. Quant à la manière dont tout cela est perçu dans le reste du monde, c'est un mélange de tristesse, car un pays autrefois grand, une puissance autrefois grande, une nation qui compte tant de personnes remarquables, a été à ce point humiliée. Et il faut le dire, même si on n'aime pas avoir à le faire, il est clair que Trump, désormais plus ou moins à mi-mandat de son second mandat, perd le contrôle. Manifestement, la prétendue victoire de l'enlèvement au Venezuela, dans les premiers jours de cette année, lui est montée à la tête. Ce genre de processus de décapitation, la capture de Maduro, a été considéré, vous savez, comme une manière si propre et efficace d'obtenir quelque chose. Mais évidemment, ça ne l'est pas. Et au fond, tout cela est prisonnier de son incapacité, de l'incapacité des États-Unis ou de Washington à faire de la diplomatie. Et bien sûr, cela traverse les administrations. C'est tellement facile de rejeter la faute sur Trump. Et bien sûr, il est peut-être responsable de beaucoup de choses, y compris de ses déclarations contradictoires et ridicules jour après jour, selon lesquelles les Ukrainiens supplieraient pour la paix. Et bien sûr, derrière ça, il n'y a rien de substantiel. Mais c'est précisément cette capacité à se couper des réalités. Et c'est l'aboutissement d'un processus de longue haleine. On accuse Trump, mais ma bête noire personnelle, c'est Jake Sullivan. J'en ai même oublié qui était le secrétaire d'État sous Biden. Parce qu'en réalité, c'était Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, qui dirigeait les opérations. Et bien sûr, c'est Jake Sullivan qui a monté les accusations du Russiagate contre Trump dès le milieu de l'année 2016 au départ. Il les a tout simplement inventées, en gros. On le sait. Anthony Blinken était le secrétaire d'État, au fait. Pardon? Anthony Blinken était le secrétaire. Anthony Blinken. J'ai oublié parce que c'était clairement Jake. Oui. Jake Sullivan. Je pense que quand les livres d'histoire seront écrits, on le verra pour les 10-15 dernières années comme, le grand cardinal derrière une grande partie de tout ça. Vous savez, Richard, c'est intéressant. On a diffusé ça il y a une semaine environ, après que Lindsey Graham est mort de façon inattendue en revenant d'Ukraine, il n'y a pas longtemps. Il y avait des extraits d'un documentaire à venir montrant Lindsey Graham dans une voiture en train de parler à Jake Sullivan de l'administration précédente. Il parlait de mettre fin à cette guerre.
pas à l'époque où il était au pouvoir, mais apparemment parce qu'il donne son avis pendant le mandat du président Trump. Et ce type continue de parler à des gens, même s'il n'est plus au pouvoir. Il n'est pas sans influence. Oh, c'est encore pire que ce que je pensais. Je pensais que c'était grave, mais si Jake Sullivan, comme je l'ai dit, c'est ma bête noire, peut encore tirer les ficelles en coulisses, alors nous sommes vraiment dans de très très mauvais draps, en très grande difficulté en ce moment. Si c'est cet homme qui a de fait été le maître d'œuvre de la guerre russo-ukrainienne, avec zéro compromis, zéro diplomatie, en durcissant la ligne, et bien sûr, cela a encouragé Zelensky et les ethno-nationalistes au pouvoir à Kiev et a poussé les choses vers un dénouement catastrophique au début de 2022 avec l'invasion russe. Et maintenant, s'il est en coulisses, il n'en sortira rien de bon. En réalité, cela ne fait qu'aggraver cette situation, ces guerres. Et bien sûr, un autre point dont je suis sûr que nous allons parler, c'est la manière dont ces deux conflits, celui en Ukraine et celui en Asie occidentale, commencent à se rejoindre. On en parle beaucoup en ce moment, et de nombreux éléments vont dans ce sens. Et le fait que l'Ukraine cherche précisément à élargir le champ de la guerre, à y entraîner les États-Unis, à montrer aux États-Unis que l'Ukraine dispose désormais d'une armée aguerrie au combat, que ses technologies de drones, ses techniques d'utilisation des drones, ainsi que ses défenses anti-drones, qu'elle a d'ailleurs partagées avec Israël, par exemple. Tout cela permet de démontrer à quel point elle peut être utile. Oui, à quel point elle peut être utile. C'est une image saisissante, avec des incendies partout. Et selon le dernier décompte, 46 guerres sont en cours actuellement dans le monde. Un certain nombre en Asie occidentale, bien sûr. Le conflit russo-ukrainien, le Soudan, la Birmanie et tant d'autres encore. Mais le pire, c'est que personne n'essaie de les apaiser, d'éteindre ces incendies. Et c'est une image forte, parlante, ces incendies. Où sont les pompiers? Les pompiers, autrefois, c'étaient les Nations Unies, en partenariat avec les grandes puissances, compte tenu de leurs responsabilités au Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce n'est pas seulement les États-Unis qui se dérobent à leurs responsabilités, ce sont aussi le Royaume-Uni et la France, membres permanents, qui ont essayé, ces 10 ou 15 dernières années, d'utiliser les Nations Unies comme une tribune pour amplifier les conflits, pour mener des conflits, plutôt que comme une instance destinée à les résoudre. Vous savez, Richard, si je peux reprendre votre analogie, c'est comme si quelqu'un avait remplacé les réservoirs d'eau du camion de pompiers par du kérosène. Il semble donc simplement jeter davantage de carburant sur les incendies. Personne ne veut les éteindre. Et d'ailleurs, voici un parfait exemple. Une autre excellente transition. Ici, aux États-Unis, Jake Sullivan n'est plus dans le paysage, du moins pas devant les caméras. Et si Lindsey Graham est maintenant sorti de scène et que Sullivan est peut-être lié à cela, il a été remplacé ou promu par quelqu'un d'autre, le général Jack Keane. Rappelez-vous, l'historique commence le 7 avril, quand nous avons conclu un cessez-le-feu. Nous avons lancé l'opération le 28 février. Les Iraniens ont fermé le détroit d'Ormuz le 2 mars. Puis nous avons fini par imposer un blocus naval. Mais le 7 avril, nous avons cessé les opérations. Nous avons conclu un cessez-le-feu. La raison, c'est que l'Iran voulait parler de négociations sur le détroit d'Ormuz. Et il a fallu attendre le 17 juin pour que nous signions effectivement un accord incluant le détroit d'Ormuz. C'était le seul élément de l'accord sur lequel nous nous étions entendus. Tout le reste a été négocié au cours des 60 jours suivants, ou peut-être plus longtemps. Les deux présidents l'ont signé. Et l'accord prévoyait que nous levions notre blocus naval et par conséquent que nous rouvrions la partie du détroit que nous avions fermée. Tout cela concernait les navires iraniens entrant et sortant.
et eux devaient mettre fin à leurs entraves et à leurs tentatives d'organiser et de contrôler la navigation dans le détroit. Il n'y a pratiquement rien de vrai dans ce qu'il a dit. En fait, la plupart de ses propos étaient des mensonges catégoriques, mais il les affirme avec une telle conviction. D'abord, l'histoire aurait commencé le 7 avril. De quoi parle-t-il? Nous avons commencé une guerre le 28 février, et tout le reste. Ensuite, il dit que si nous sommes allés vers un cessez-le-feu en avril, c'est parce que l'Iran est venu nous supplier d'un cessez-le-feu afin de négocier sur le détroit d'Ormuz. Il n'y a absolument aucune vérité là-dedans. En réalité, nous faisions partie de ceux qui voulaient un cessez-le-feu, parce que nous voyions que nos stocks de tous ces missiles et autres munitions diminuaient dangereusement, et que nous ne parvenions pas à ouvrir le détroit d'Ormuz. Alors nous nous sommes dit, peut-être qu'on peut passer par la diplomatie, ou par un blocus, ou peu importe. Et puis, il y a cette dernière partie, où il dit, écoutez, au fond, c'est leur faute, et c'est à eux de venir vers nous. Enfin, comment gérer quelque chose comme ça? Absolument. Et juste un autre détail à ce sujet. Après la signature du protocole d'accord, il était prévu dans le cadre de l'accord que les navires empruntent le chenal nord, si l'on peut dire, qui était sous contrôle iranien. Mais quelques jours plus tard, et je crois qu'il s'agissait d'un navire britannique, ce qui est peut-être assez typique, 3 navires ont essayé, vous savez, en violation flagrante et totale de ce qui avait été convenu, d'emprunter le chenal sud, la ligne iranienne. Ils ont alors été attaqués pour cette raison. Et cela a évidemment entraîné la fin du protocole d'accord, la fin du cessez-le-feu, et ainsi de suite. Donc, comme vous le dites, presque tous les détails à part les et les virgules étaient faux. En plus, je veux dire, c'est encore plus fondamental que ça. Il a dit que la seule chose que l'Amérique était censée faire, c'était lever notre blocus. Tout le reste, disait-il, devait être négocié. C'est absolument faux. Il était écrit que nous devions immédiatement lever nos sanctions énergétiques contre les Iraniens. Nous devions débloquer leurs avoirs gelés. C'était certaines des mesures qui devaient être prises tout de suite, dès le départ. Et puis, il était aussi question d'un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars que nous étions censés financer pour eux, et ainsi de suite. Rien de tout cela ne s'est produit. En fait, les sanctions ont été levées pendant quelques jours, puis nous les avons rétablies, avant d'en ajouter d'autres par-dessus, ce qui bien sûr constituait aussi une violation directe du protocole d'accord. Mais enfin, regardez, quand ils s'adressent à un public américain, personne ne connaît tout ça, et ils le prennent pour argent comptant. La plupart, en tout cas. Mais ailleurs dans le monde, pour revenir une seconde à notre thème de tout à l'heure, les gens savent très bien ce qu'il y avait dans le protocole d'accord, quelle a été la suite des événements, quand l'histoire a commencé et pourquoi elle a commencé. Tout cela est très présent dans les esprits. Quel tort cela fait-il à notre capacité à parvenir à un accord aujourd'hui? Absolument. C'est l'équivalent, pourrait-on dire, en effet, du syndrome de Minsk. Vous savez, la paix de Minsk que j'ai évoquée plus tôt à propos de la guerre en Ukraine. Il y avait une certaine séquence que Minsk II cherchait à préciser davantage, ce qui devait se passer. Et l'Occident y a tout simplement renié ses engagements dès le départ. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les colombes en Russie et ailleurs appellent à une sorte de cessez-le-feu, c'est pour cela que la Russie, et Poutine en particulier, ne l'accepteront pas. Parce qu'un cessez-le-feu servirait, comme ils le disent, à réarmer l'Ukraine, ainsi qu'à déployer les forces de la soi-disant coalition des volontaires. Il n'en reste pas grand-chose en Ukraine, et ainsi de suite. Donc la même chose s'applique à l'Asie occidentale. Les deux guerres sont liées, en ce sens qu'elles révèlent l'incompétence diplomatique
et le fait que les États-Unis ne sont pas un partenaire digne de confiance. Et bien sûr, l'Union européenne, comme on vient de l'entendre avec Ursula von der Leyen, est dans le déni complet, même face aux faits. Cet conseiller allemand a donné les données, a donné les chiffres, et ils ont refusé de croire que Poutine, que la Russie, serait contrainte de faire des concessions, qu'elle serait forcée de capituler. Tout comme l'idée selon laquelle la Perse, l'Iran, capitulerait à un moment donné. Ça n'arrivera pas. Dans les deux cas, la Russie continuera à se battre jusqu'à obtenir une forme, au moins minimale, d'ordre de paix acceptable. Et d'ailleurs, cette guerre, bien sûr, aucune guerre ne se termine simplement en signant un bout de papier. Il doit y avoir un fondement social, quelque chose qui sous-tende un ordre de paix. Or, à l'heure actuelle, en Europe comme en Asie occidentale, il n'y a rien qui le sous-tende. Vous savez, soit le facteur sous-jacent, c'est une victoire militaire totale, comme sur l'Allemagne nazie en mai 1945, ou sur le Japon en août-septembre 1945. Mais là, vous savez, c'est soit cela. Bien sûr, les partisans de la ligne dure réclament cela des deux côtés. Vous savez, soit il faut aller jusqu'à la victoire militaire totale. Tout le reste n'est qu'un armistice, et ce n'est pas la paix. Et c'est ce qui, à cause de ce syndrome de Minsk, qui s'applique à la fois à l'Asie occidentale et au conflit ukrainien, explique pourquoi il y a un tel nœud gordien lorsqu'on essaye de parvenir au bout du compte à une forme quelconque de paix. Oui, c'est peut-être l'une des choses les plus profondes que vous ayez dites ici aujourd'hui. Aucun des piliers, aucune des bases nécessaires pour parvenir à une quelconque cessation durable des hostilités, et encore moins à la paix, ou même à une forme de stabilité, n'existe nulle part. Tout est comme si le sol était en lave, si l'on peut dire. Donc, il n'y a pas beaucoup de raisons d'être optimiste ici. Une dernière chose dont je veux vous parler au sujet de la guerre en Iran, et qui, je pense, ne reçoit pas beaucoup d'attention, ni même beaucoup de couverture, mais j'ai l'impression que cela commence peut-être à changer. Parce qu'en plus de tout ce dont nous avons déjà parlé, on pourrait aussi dire, vous savez que les États-Unis n'ont pas suffisamment de moyens navals pour soutenir cette guerre pendant très longtemps. Nous n'avons pas assez de munitions guidées de précision. On en a beaucoup parlé dans l'actualité ces derniers temps, etc. Mais il y a un autre sujet qui, à moyen et à long terme, devrait être bien plus préoccupant pour la sécurité. C'est le rôle que joue la Chine. Pour l'instant, elle a plutôt un rôle d'observatrice. Mais c'est aussi quelque chose qui se passe en interne. Voici Michael Doran, un analyste américain qui dit « Hey, vous devriez peut-être prêter attention à ce que fait la Chine. » Les Chinois soutiennent les capacités iraniennes en matière de missiles. Ils les aident à les développer en fournissant des composants essentiels à la fabrication des missiles, mais aussi des données de ciblage. Les entreprises chinoises de satellites fournissent aux Iraniens des données de ciblage. C'est clairement un laboratoire de guerre. Ils utilisent le Moyen-Orient comme laboratoire pour voir comment les États-Unis se défendent contre ce type de menaces. Ces données de combat, celles qu'ils donnent aux Iraniens et celles qu'ils reçoivent d'eux, ont pour eux une valeur énorme. Nous devons être conscients qu'ils le font et comprendre qu'ils le font pour une raison. Il n'existe que 3 entités au monde qui possèdent des missiles balistiques anti-navires: l'Iran, les Houthis et la Chine. La Chine fournit ses armes aux Houthis et à l'Iran, parce qu'un missile balistique anti-navire ne sert qu'à une seule chose, attaquer un porte-avions américain. Les Chinois veulent donc comprendre comment notre marine réagit face à toutes ces armes. Et ça summenst remalagning. Je ne suis pas certain que personne d'autre dans le monde ne possède ces armes, ou au moins quelque chose qui puisse être utilisé contre elles. Mais son argument principal, je pense, est important.
Selon de nombreux rapports, la Chine utilise cela comme un laboratoire pour tester certaines de ses armes et de ses munitions contre les Américains. Que répondez-vous à cela? C'est pas exclu. Mais les Iraniens, par exemple, sur la question du ciblage, disent qu'ils n'ont pas besoin de l'aide chinoise ou russe pour ça. Ils ont leurs propres moyens. Ça fait longtemps qu'ils se préparent, enfin pas à la guerre, mais qu'ils anticipent une forme de conflit. Je suis un peu sceptique sur beaucoup de choses qui se disent à ce sujet. Les Chinois, c'est clair, comme le monde entier, observent ces guerres, s'en servent et en tirent des enseignements. C'est certain. Je pense que la Chine adopte une approche beaucoup plus prudente. Je pense que dans les premières années, vous vous en souvenez, les Chinois avaient proposé une initiative de paix pour la guerre russo-ukrainienne. Ce n'était pas vraiment une initiative de paix en tant que telle. C'était des paramètres dans lesquels une forme de paix pouvait s'instaurer. Mais depuis, le silence est assez remarquable. Et l'attitude a été très prudente, à cause de la menace de sanctions, des vulnérabilités économiques et de bien d'autres choses encore. J'ai le sentiment, et je le pense aussi, qu'une trop grande partie de tout cela relève davantage de suppositions que de faits établis. Je veux dire, je n'ai pas d'analyse du renseignement, mais je reste sceptique. Je pense que dans l'ensemble, la Chine reste discrète, au grand mécontentement de Moscou et de tant d'autres qui voudraient qu'elle soit plus active, qu'elle fasse ce que Daniel Davis affirme qu'elle fait. Je reste sceptique. Je pense aussi que la Chine a décidé de laisser ces guerres s'épuiser d'elles-mêmes si elles doivent le faire. Laissons l'Occident se détruire lui-même. Nous continuerons simplement à faire ce que nous faisons. Toute implication risquerait de nous entraîner dans des conflits dont nous ne sommes pas à l'origine. Et, vous savez, qu'on les apprécie ou non, les dirigeants chinois ont un solide sens stratégique, ainsi qu'une conduite de l'État intelligente. Par conduite de l'État, je ne parle pas seulement de l'aspect militaire, mais aussi de la compréhension des fondements économiques et industriels de tout conflit. Et à ce stade, c'est certain, ils apprennent. Nous apprenons tous. Toutes les armées observent cela de très très près. Mais je ne pense pas qu'il y ait un niveau d'implication active. C'est vrai. Tout ce que nous avons, ce sont ces allégations, vous savez, à propos d'un laboratoire. Mais je dirais que du côté russe, il y a un problème bien plus direct et encore plus grave pour l'ensemble de l'alliance de l'OTAN, États-Unis compris. C'est que nous avons choisi de fournir une si grande quantité de nos munitions, de nos armes et de nos hautes technologies à l'Ukraine. Cela a donné à la Russie l'occasion de comprendre comment elles fonctionnent, comment les contrer, et ainsi de suite. Et nous voyons qu'ils y sont parvenus. Ils ont neutralisé nombre de nos capacités technologiques, dont nous aurions autrement pu avoir besoin dans une guerre ici. Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par le fait que notre fourniture de tout cela à l'Ukraine puisse un jour avoir un impact négatif si nous devons utiliser ces armes? C'est indéniablement le cas. Ce qui me préoccupe moins, mais c'est ce qui se passe, c'est que la Russie a capturé une quantité énorme d'armements, des javelines aux chars Léopard, en passant par tous les HIMARS, tous les attaques MS, et ainsi de suite. Et tout cela a été démonté. Ils les ont ils les ont exposés à la fois sur la place Rouge et sur la colline de Poklonaya à Moscou, ainsi que dans diverses expositions. Mais en même temps, ils les ont démontés. C'est évidemment l'une des raisons pour lesquelles Boeing a refusé d'adhérer à la promesse de Trump d'autoriser l'Ukraine à produire des missiles Patriot sous licence, parce qu'il y aurait presque certainement des fuites, des captures, et ainsi de suite. Donc oui, tous les camps tirent des enseignements de cette guerre. Et comme je le dis, c'est énorme. Il n'y a pas seulement des retours de bâton économiques, politiques et diplomatiques, mais au bout du compte, ces guerres,
et c'est ce que je disais sur la nécessité d'avoir un socle pour la paix. Ma crainte en réalité, c'est que toutes ces guerres débordent, qu'elles se propagent, volent nos lins, involontairement, et que nous assistions peu à peu à davantage d'attaques de missiles et de drones. Jusqu'ici, comme vous le savez en Europe, l'été dernier, il y a eu une énorme panique. L'aéroport de Copenhague, d'autres aéroports, les aéroports de Londres, ont été fermés pendant une journée ou pendant des heures face à une prétendue menace de drones russes. À ma connaissance, rien de tout cela n'a été étayé. Mais c'était une préfiguration, un signe avant-coureur de ce qui pourrait arriver. Et je pense d'abord à des acteurs non étatiques pour lesquels ces technologies sont faciles à mettre en œuvre. Je veux dire, ce n'est pas difficile. Et on voit que les Ukrainiens en fabriquent des dizaines de milliers par jour. Et cela signifie que la guerre arrive. Oui, elle est arrivée en Russie aujourd'hui. Elle pourrait très bien arriver en Europe de l'Ouest. Et comme je le dis, à Dieu ne plaise en Europe de l'Ouest et aux États-Unis demain. Mais c'est dans cette direction que vont les choses. Si ces dirigeants, et d'ailleurs ce que vous avez dit sur Ursula von der Leyen m'a profondément troublé, la présidente de la Commission européenne. Ces gens sont dans le déni total du maelstrom qu'ils attisent. Et comme vous l'avez très bien dit, ils jettent de l'essence, du kérosène sur ces incendies, au lieu de les éteindre. L'Union européenne n'a fait aucune démarche diplomatique, alors que la guerre en est à sa 5e année sur son propre continent. Et l'Union européenne se considérait autrefois comme un projet de paix. Elle est tellement discréditée auprès de nos propres opinions publiques en interne, comme dans le reste de ce qu'on appelle le Sud global. Alors, laissez-moi vous poser une dernière question. Vous avez expliqué comment ces guerres sont en quelque sorte en train de se rejoindre pour devenir, sinon directement liées, du moins étroitement liées. Vous avez aussi dit que vous ne voyez pas les bases, les fondements qui pourraient soutenir la paix dans aucun de ces deux endroits, malgré les déclarations du président Trump ou d'Ursula von der Leyen, qui se ressemblent à bien des égards. Où tout cela peut-il mener? Si aujourd'hui, le camion de pompiers, et vous l'avez très bien décrit à propos de l'Union européenne, si ce qui était autrefois une organisation de paix ne fait plus qu'attiser les flammes, si les camions de pompiers eux-mêmes n'ont que du kérosène, quelle perspective y a-t-il de voir tout cela se terminer bientôt? J'ai bien peur que ce ne soit qu'un pronostic pessimiste. Je veux dire, qu'on le voit positivement ou non, la Russie avance sur les fronts militaires. Les deux camps cherchent l'effondrement du régime. Donc la Russie attend, vous savez, une désorganisation interne à Kiev qui devient de plus en plus manifeste après les affaires de corruption, Minditch et bien d'autres encore. Même Valéry Zaluzhny, dans une interview aujourd'hui, hier, dit que l'Ukraine ne rejoindra finalement pas l'OTAN. Jamais, a-t-il dit. Alors de quoi parle cette guerre? Cette guerre portait sur la possibilité pour l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. L'OTAN a une signification symbolique, rejoindre une communauté politique occidentale, de toutes sortes de façons. Ça n'arrivera pas. Alors, de quoi parle cette guerre? Et pourtant, ils continuent de se battre. Bon d'accord, on sait que les Ukrainiens sont obstinés, mais il arrive un moment où l'obstination bascule dans la stupidité. Le point final, c'est que lorsque les livres d'histoire seront écrits, Zelensky sera sans aucun doute, je n'en ai absolument aucun doute, considéré comme l'un des pires dirigeants de l'histoire mondiale. C'est un homme prêt à sacrifier son pays, la fleur du peuple ukrainien, pour une guerre qui n'a aucun sens, et ainsi de suite. Il essaye de la présenter comme une guerre de la civilisation contre les orques barbares de Russie. C'est tout simplement horrible. C'est un discours orientaliste, civilisationnel, qui rappelle les pires aspects de l'histoire coloniale de l'Europe en Afrique et en Asie, quand elle dénigrait les ennemis qu'elle massacrait et tuait. Ce langage, comment peut-on encore l'employer au deuxième quart du XXIe siècle,
et voir l'Union européenne cautionner ce genre de discours ethnocratique empreint de haine. Donc non, je crains d'être très pessimiste. Mais bien sûr, dans les guerres, comme nous le savons tous, des forces tectoniques plus profondes sont à l'œuvre. Et clairement, l'avantage est du côté de la Russie. Nous l'avons dit dès le début, vous l'avez dit, nous l'avons tous dit. La Russie dispose d'une prépondérance de puissance et de ressources, mais surtout elle a la volonté de réussir. C'est le cas, et elle possède aussi des armes nucléaires, ce qui constitue en soi un atout majeur. Écoutez, nous vous remercions vraiment d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur. Nous avons hâte de vous recevoir à nouveau, très bientôt. Merci beaucoup. Et nous allons retrouver notre frère Joe Kent cet après-midi. Il parlera de certaines de ces questions, mais aussi d'autres sujets. Vous l'avez peut-être vu dans l'actualité récemment, ce qui est très intéressant, et nous avons hâte d'en parler avec lui aujourd'hui. À 16h cet après-midi, dans le Daniel Davis Deep Dive. À tout à l'heure. Vous savez, nous n'avons pas de sponsor parce que nous détestons vous assommer de publicité. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez-nous un peu de soutien en retour. Abonnez-vous, mettez un j'aime et envoyez ceci à quelqu'un qui compte pour vous. Like, and send this to somebody you care about.